Alors, rebonjour à tous. J'en profite pour me présenter. Moi, je suis Fatou Elisba, donc je suis chercheuse à l'IRIS et je suis responsable du programme humanitaire et développement. Alors, donc, on est réunis ici dans le cadre de la sortie du dernier ouvrage de Pascal, donc Israël-Palestine, une guerre sans limite, aux éditions Erol. Donc, Pascal, on ne te présente plus, tu es directeur fondateur de l'IRIS. Cet ouvrage, il revient notamment sur les grands conflits majeurs sur le territoire israélo-palestinien. Et Pascal, vous revenez notamment sur les événements du 7 octobre 2023, dont finalement les civils palestiniens ont payé un lourd tribut, donc le lourd tribut des affrontements. Euh, vous avez notamment démontré que le conflit israélo-palestinien est structurel, inscrit sur le temps long, et de la naissance de l'État d'Israël au cessez-le-feu d'il y a quelques jours, de nombreux États ont été engagés directement ou indirectement dans le conflit. Et nous pourrons notamment développer ce point. Alors, Ronnie Broman, bonjour. Merci de votre venue. Donc, vous êtes médecin français, vous êtes un référent dans le milieu humanitaire et aussi ancien président de MSF France. Alors, Ronnie, nous sommes aujourd'hui dans une situation de cessez-le-feu, temporaire ou durable. Cette question, nous pourrons la développer au cours de nos échanges. Et en effet, ce sera l'idée aussi d'exposer les enjeux de ce conflit au niveau de la sécurité humaine, les conséquences humanitaires des bombardements qui ont été finalement dévastatrices sur la bande de Gaza. Donc, je rappelle avant de commencer, que cette table ronde sera suivie d'un moment de débat. Le sujet est clivant, pour ne pas dire brûlant. Donc, je vous prie de rester cordial dans vos échanges pour que les discussions restent constructives. OK? Alors, pour rentrer dans le cœur du sujet, première question à vous deux. Alors déjà, je vous laisse compléter vos présentations si besoin. Mais on va peut-être rentrer les faits conjoncturels. Euh, on est quasiment quelques jours après les négociations autour du cessez-le-feu. Euh, sur la bande de Gaza, donc des conséquences dévastatrices. Alors, messieurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de reconstruction? Alors, évidemment, elle sera difficile. Quelles sont les conséquences humanitaires dans un premier temps? Quels défis au niveau de la reconstruction et de la consolidation de la paix? Mais quel enjeu aussi au niveau de la justice internationale? Alors, je vais laisser Ronnie répondre en premier, mais je présente Tommy qui va illustrer au fur et à mesure nos débats. C'est une forme différente de conférence. Tommy, donc, qui est dessinateur de presse et qui est mon complice pour les BD Géostratégiques 1, 2 et bientôt 3 d'ailleurs, avec aussi l'intégrale. Et donc, voilà, il va. Alors là, je suis très content qu'il soit à côté de moi parce que généralement, je le vois pas. Il est derrière, il se fout de moi et je vois pas ce qu'il fait. Mais là, au moins, il est à côté. Donc, peut-être que j'épargnerai un peu, je serai épargné de ses sarcasmes habituels. Et Ronnie, à toi la parole pour les questions de Fatou. Oui, bonsoir. On commence par quoi? Il y a plusieurs Ouais. questions. Il y a plusieurs questions dans la question. Alors, on peut commencer par aujourd'hui, au J1 du cessez-le-feu, quelles conséquences humanitaires? On en est où? Tout a été dévasté, certes, mais C'est de ce point de vue-là, Appuie sur le. pardon, je dirais que c'est de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue de l'aide qui peut entrer à Gaza, que le cessez-le-feu est une avancée absolument majeure, significative, puisque jusqu'alors, l'aide humanitaire était cantonnée au sud-est de Gaza, dans la zone de Al-Mawasi, la zone dite humanitaire. Il y avait d'ailleurs d'humanitaire que le nom, parce qu'elle était simplement un regroupement, un entassement de centaines de milliers de personnes qui n'étaient pas épargnées par les bombardements. Il y en avait moins, mais il y en avait tout de même. De nombreuses personnes sont mortes dans cette zone humanitaire. Donc le cessez-le-feu, ça veut dire la fin des bombardements. C'est-à-dire, j'utiliserai ce mot peut-être un peu fort, la fin d'une torture collective qui dure depuis 15 mois. C'est ce qui explique la liesse que l'on a pu voir en, sur la bande de Gaza, de la part de la population de Gaza et aussi évidemment
de la part de la population en Cisjordanie, mais enfin de façon plus indirecte. Mais il me semble que cette liesse va être enfin, ne va pas être durable parce que l'avenir, lui, il n'est pas rose. Constatons dans un premier temps que le cessez-le-feu, le terme même de cessez-le-feu appartient encore au vocabulaire de la guerre. Hein, le cessez-le-feu n'est pas la paix, le cessez-le-feu est une suspension de la guerre. C'est pas tout à fait la même chose. Et lorsque on regarde de près les déclarations des Israéliens, on voit qu'ils ont encore le doigt sur la gâchette. Bon, ça se comprend, disons, ça n'est pas en soi une accusation. Ce qui peut l'être, c'est le fait, ce sont les déclarations d'un certain nombre de ministres et de personnalités de l'entourage de Netanyahou et leur interprétation du cessez-le-feu, à savoir que celui-ci doit conduire à l'anéantissement civil et militaire du Hamas. Et ça, on voit déjà la guerre n'a pas débouché sur l'anéantissement civil et militaire du Hamas. On se demande d'ailleurs ce que l'on veut entendre par anéantissement civil. C'était un terme que j'ai pioché dans des déclarations. Je ne sais pas, Pascal, si c'est un terme, disons, officiellement qui fait partie, c'est un terme officiellement utilisé, s'il fait partie du langage employé pour la rédaction de l'accord, mais en tout cas, il a été employé oralement. Donc cet accord, évidemment, ne va pas conduire à l'anéantissement civil du Hamas, ce qui pourrait laisser à Israël le loisir de reprendre sa campagne de bombardement, puisque celle-ci doit durer jusqu'à l'anéantissement total du Hamas, but inatteignable, donc durée absolument illimitée également. Voilà ce que je peux dire en premier lieu. Oui, moi j'étais vraiment très heureux quand j'ai appris que ce cessez-le-feu était pour cette fois euh, décidé pour de bon, mais je n'ai aucune confiance dans la durabilité, disons, dans les conséquences à terme de ce cessez-le-feu. Merci. On estime qu'à environ 46 900 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre 2023 et que finalement, il y a eu l'ensemble du démantèlement du filet sanitaire, de l'ensemble des structures, l'ensemble du système des sanitaires. Et je pense que c'est aussi ça le vrai problème aujourd'hui, étant donné que la reconstruction se faire dans un contexte extrêmement dégradé, si reconstruction il y a finalement. Oui, ça, oui, oui. D'abord, l'estimation du nombre de morts n'est pas celle-ci. Ça, c'est l'estimation du Hamas. L'estimation plus réaliste est à peu près le double de cela. On a longtemps, enfin, un certain nombre de gens, parce que le on est un peu vague, un certain nombre de gens influencés par les Israéliens, reconnaissant leur camp du côté israélien, mettaient méthodiquement en doute les chiffres avancés par le Hamas, 80 morts, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. Enfin, c'était la formulation rituelle. En fait, on a très rapidement su, d'une part, d'abord que le décompte du Hamas dans les conflits précédents était précis, et que, d'autre part, le Hamas se faisait une sorte de devoir de ne recenser que les morts identifiés dans les hôpitaux. Or, il y avait tous les morts disparus, notamment dont on n'avait pas retrouvé les cadavres dans les décombres. Bref, il y a probablement, on est plutôt de l'ordre de 80, 90 000, voire 100 000 morts, et bien sûr, au moins autant de blessés, sans parler des malades qui se sont aggravés du fait de l'absence de soins pendant toute cette période de guerre. Donc la situation sur le plan médico-sanitaire est évidemment absolument cataclysmique, et elle est augmentée par le fait que le principal acteur de soins, comment dire, d'action sociale et médico-sanitaire dans la bande de Gaza, à part les ONG qui jouent un rôle, mais qui n'est pas massivement, disons, quantitativement déterminant, le principal acteur, c'était l'UNRWA. Or, l'UNRWA a été banni par les Israéliens avec, je le signale, l'assentiment à peu près général du monde entier. Donc, un renoncement de plus, s'il fallait en faire la liste, il nous faudrait la soirée, enfin un renoncement de plus de la part de ce que l'on appelle la communauté internationale, les États membres de l'ONU, les États
peu importe comment on les qualifie. Donc oui, la question médico-sanitaire est à court terme, dans l'immédiat, absolument centrale. Les blessés, les malades ont besoin d'être soignés et un effort accru doit être fait dans ce sens-là, dans la mesure où aujourd'hui, on peut enfin circuler dans la bande de Gaza, faire rentrer des camions avec du carburant, des médicaments, du matériel médical. Mais je discutais avec mes collègues de MSF aujourd'hui encore, et par exemple, les matériels qui sont considérés comme d'usage duel, le fameux dual use, c'est-à-dire par exemple un bistouri. Un bistouri, ça peut servir à opérer, ça peut servir à poignarder. Bon, on n'a pas vu beaucoup de poignardage avec des bistouris, mais enfin, en théorie, c'est ça. Eh bien, les bistouris sont interdits. Donc, aller faire de la chirurgie sans bistouri. Enfin, ça laisse, je cite cet exemple parce qu'il est énorme. Euh, on ne pratique pas le terrorisme avec le bistouri. On ne va pas mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël avec des bistouris. Et pourtant, c'est le genre de produit dont l'entrée est interdite encore à Gaza. C'est dire l'obstruction par des comportements tatillons, par, disons, l'usage de toutes les méthodes possibles de ralentissement, de freinage, de contrôle qui s'oppose donc au déploiement rapide et nécessaire de l'aide médicale. Ça va peut-être s'améliorer dans les jours qui viennent, euh, on va bien le voir. Quant à la reconstruction en général, bon, je ne vais peut-être pas être trop long, donc je laisse ça de côté, je m'arrête à la médecine. On y reviendra très vite. Pascal, merci. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement en termes de résilience, de justice et de processus de paix? Alors, un cessez-le-feu, ce n'est pas la fin de la guerre. Euh, Finalement, en résumé, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce cessez-le-feu? Ah, déjà, on ne peut que se féliciter qu'il survienne parce que on évite quand même l'enfer et que des deux côtés des familles soient réunifiées, du côté israélien et du côté palestinien, c'est quand même une bonne chose. C'est mieux que les gens puissent retrouver la liberté. C'est sûr que les otages israéliens ont vécu quand même dans des souterrains sans voir la lumière du jour, les conditions difficiles pendant plus d'un an et demi et que les Palestiniens ont été sans cesse bombardés. Il faut d'ailleurs faire aussi un peu attention au langage, parce qu'on parle d'otages israéliens, de prisonniers palestiniens. Mais en fait, il y a beaucoup de Palestiniens qui sont des otages au sens premier du terme, puisque on sait que selon une législation qui est héritée de l'occupation britannique de la Palestine, Israël peut emprisonner des Palestiniens pour les périodes de 6 mois renouvelables sans avoir à formuler précisément des accusations et sans qu'il y ait accès à des avocats. Donc parmi les prisonniers, il y a des gens qui sont effectivement arrêtés parce qu'ils ont commis des attentats et d'autres qui ont été arrêtés de façon soi-disant préventive et sans qu'il y ait des vrais motifs d'inculpation. Le cessez-le-feu, bah, effectivement, si les otages ont vécu un enfer sous terre, la population entière de Gaza a vécu l'enfer sur terre. C'est-à-dire que quand Trump menaçait d'ailleurs le Hamas de dire ça sera l'enfer si vous ne voulez pas les otages, ben, l'enfer était déjà là. C'est-à-dire que les traces, c'est-à-dire être soumis pendant 470 jours, c'est ça, Ronnie, à aller se coucher sans savoir si on sera réveillé le lendemain. Et j'étais samedi avec la sénatrice Raymonde Poncet-Monge qui revenait d'une mission là-bas. En fait, elle dit maintenant, les familles, ils se regroupent pour mourir ensemble. C'est-à-dire qu'ils allaient se coucher ensemble. Au moins, avant, ils essayaient d'échapper à la mort. Et là, maintenant, ils allaient dormir ensemble. Parce qu'au moins, s'ils mouraient, ils mouraient ensemble. C'était moins dramatique. Et en termes de résilience, non seulement le nombre de morts, comme l'a dit Ronnie, il est sous-évalué, contrairement à ce qu'ont dit certains experts à la télévision, comme quoi il fallait diviser par 10 les chiffres du Hamas. En fait, non, parce que les chiffres du Hamas, Ronnie l'a dit, ça, c'est uniquement ceux qui sont morts sur le coup, ça ne compte pas ceux qui ne pouvant pas être soignés meurent, ceux qui ne pouvant pas être traités médicalement. Parce que si tu es atteint d'un cancer ou d'une maladie, juste le diabète, mais que au bout de 470 jours de bombardement, tu n'as pas vraiment un traitement médical adapté, tu peux mourir, et tu peux mourir de reste de tes blessures, et tu peux mourir sous les décombres, c'est pas être comptabilisé. Donc le The Lancet, qui n'est pas un journal islamo-gauchiste à ma connaissance, a dit que le chiffre devait être au moins doublé, voire plus. Et puis aussi, il y a comment cette population va agir après quand tu as vécu sous les bombardements quotidiens
pendant ce temps-là, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, tous les collègues de Ronnie, tous ceux, la première phrase qui revient quand il parle, c'est on n'a jamais vu ça. Et pourtant, vous êtes sur tous les conflits, et aussi, vous parlez de tous les conflits, vous ne parlez pas que de ça, vous parlez du Soudan, vous parlez de tous les autres, contrairement à une accusation. Mais moi, ce qui me frappe, de la part de tous les humanitaires qui sont sur place, qui reviennent, on n'a jamais vu ça. Il y a eu quand même des amputations sans anesthésie. On ampute sans anesthésie. C'est quand même un retour en arrière par rapport au progrès de la médecine, etc., qui est quand même bon. Et donc, quelles sont, outre les traces physiques, les traces psychologiques qui pourront être là? Et donc, effectivement, chacun, non, pas chacun, mais les plus raisonnables savent qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, qu'il ne peut y avoir qu'une solution politique. Alors, bien sûr, on peut dire, quand on regarde ce qui s'est passé entre Français et Allemands, il ne faut pas désespérer de l'avenir et de l'humanité, il peut y avoir des réconciliations. Mais l'occupation allemande, elle a duré 4 ans. L'occupation israélienne, les bombardements, c'est quand même, ça commence un peu à durer. Et donc, effectivement, on ne voit pas comment. Alors, je pense que la première phase du cessez-le-feu, les 42 jours, ça devrait marcher. Il y aura libération de tous les otages, libération de prisonniers palestiniens, dont le stock est inépuisable parce que tu en libères, tu peux en reprendre assez facilement après, par ailleurs. Mais ensuite, que faire de Gaza? Et avec, là, je serais ravi d'entendre, enfin, je crois le savoir, mais l'avis de Ronnie, c'est qu'effectivement, ça ne peut pas être dirigé par le Hamas, sauf que Anthony Blinken lui-même a dit 2 jours avant de quitter le pouvoir que le Hamas avait recruté plus de miliciens qu'il en avait perdu au cours de ces affrontements. Donc, le but, éradiquer le Hamas, les plus raisonnables savaient que dès le départ, ce n'était pas possible, ce n'était pas juste un objectif, c'était pas en termes moraux. C'était juste, c'est pas possible parce que bon, et que très honnêtement, l'autorité palestinienne ne représente plus rien et que voilà, c'est dramatique de voir dans quel état est l'autorité palestinienne en termes de corruption, en termes d'acceptation. Généralement, les guerres de contre-insurrection réussissent toujours. Il n'y a pas de guerre de contre-insurrection qui n'est pas réussie. Pourquoi ça ne marche pas entre Palestiniens et Israéliens? Alors, bien sûr, il n'y a pas la séparation géographique, il y a le fait que les Israéliens n'ont pas d'autre choix que de rester sur place, ils ne vont pas partir ailleurs. Mais sans la collaboration de l'autorité palestinienne, l'occupation ne pourrait pas se passer aussi bien. Donc il y a aussi cela. Et le grand drame des Palestiniens, c'est qu'entre le Hamas et l'autorité palestinienne, il n'y a pas grand monde pour le présenter. Un des enjeux majeurs de la libération des prisonniers palestiniens, c'est est-ce qu'on va libérer Barghouti ou non? Je ne suis pas sûr que le Hamas ait envie, je ne suis pas sûr que l'autorité palestinienne ait envie, et je ne suis pas sûr que les Israéliens aient envie non plus qu'ils soient libérés. Mais tant qu'il n'y aura pas une offre politique différente en Palestine, ça sera difficile de penser à l'avenir. Merci beaucoup, Pascal. Donc oui, effectivement, il y a eu un système d'impunité pendant 1 an et demi sur la bande de Gaza. J'en profite également pour notifier les nombreux accouchements sans péridurale, sans anesthésie, qui sont faits par et les bébés morts de froid. Donc, on peut notifier aussi qu'en situation de conflit, les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes. Et Gaza illustre bien cette affirmation. On notifie aussi, durant 1 an et demi, de nombreuses violations des droits humains et du droit international humanitaire. Donc, au cœur de conflits, plusieurs médias et organisations de la société civile ont mentionné que nous étions à Gaza face à une situation d'actes génocidaires. Où est-ce qu'on en est à ce niveau et au niveau de la justice internationale? Oui, c'est la Cour internationale de justice qui a la première évoqué un génocide plausible, c'est-à-dire d'une certaine manière des actes de guerre qui pourraient être qualifiés de génocide s'ils se poursuivaient. Euh, Ça a provoqué un électrochoc au sein, disons, du monde qui se place dans une certaine proximité vis-à-vis d'Israël. En Israël, ça a provoqué la réaction habituelle, c'est-à-dire tous des antisémites. Bon, ça, on a l'habitude, c'est à peu près le réflexe rotulien euh, qui sert de réponse à Israël chaque fois que ce genre d'accusation est arrivé. La question enfin, disons, les suites de cet usage d'un terme tout de même qui a une charge symbolique, affective, politique particulièrement lourde, sont difficiles à estimer
parce que c'est sur une échelle de plusieurs années que va se dérouler l'enquête de la CIJ, si elle a lieu, et ensuite le prononcé final, le jugement terminal de la CIJ. Donc on est dans une échelle de temps qui ne correspond pas tellement au suivi de l'actualité. Reste que sur le plan, comme je le disais, symbolique et politique, le simple fait d'avoir parlé d'un génocide plausible, c'est-à-dire d'un génocide qui finirait par s'accomplir si rien n'était fait pour l'entraver, et jusqu'au cessez-le-feu, rien n'a été fait. De fait, ça comptait, ça pesait lourd dans la perception que l'on peut avoir d'Israël. Et au passage, je signale que Israël est devenu, ça je crois définitivement, un État paria. Maintenant, pour fréquenter des dirigeants comme cela, il va falloir se pincer le nez. C'est déjà un, un acquis. C'est faible, ça ne règle pas la question palestinienne, en tout cas pas dans l'immédiat, mais en tout cas, c'est d'une certaine manière une avancée parce que Israël bénéficiait d'une sorte de statut d'imposteur, enfin, de statut d'imposture et joué par un imposteur, à savoir celui de démocratie. Euh, Quand on est dans un pays qui pratique l'apartheid, la décolonisation, la dépossession, qui a légalisé la torture, qui occupe indûment et chasse de leur propriété des milliers de gens chaque année, parler de démocratie, c'est quand même se situer sur une autre planète. Ce n'est pas du tout ce que l'on entend par démocratie. L'apartheid, la colonisation, la torture, la détention arbitraire ne sont pas compatibles avec le statut de démocratie. Or, c'est bien, si je parle de cela, c'est parce qu'il me semble que ça joue un rôle très important dans le discours des gens qui défendent Israël, car chacun le sait, dans l'histoire, chacun le sait, je mets des guillemets à cela, bien naturellement, chacun le sait, dans l'histoire, ce qui a été une catastrophe, ça a été lorsque les démocraties oubliaient ou négligeaient de défendre leurs homologues démocratiques. Et l'exemple de la guerre d'Espagne est régulièrement invoqué pour cela. Les dictateurs ont aidé les dictateurs, les démocrates ont laissé tomber les démocrates. C'est le discours généralement tenu sur la guerre d'Espagne, qui n'est d'ailleurs en l'occurrence pas faux, mais qui ne peut pas être généralisé. Et donc, au nom de cette généralisation, précisément, de l'importance pour les démocrates de soutenir des démocraties, Israël bénéficie d'un soutien sans faille. Je rappelle qu'aucune sanction d'aucune sorte n'a été prise à l'encontre de ce pays lors de la boucherie qui a duré 15 mois, ce qui laissait amplement le temps de prendre des mesures, par exemple de suspension de l'accord d'association, d'interruption de relations diplomatiques. Hein. Et je signale au passage qu'aucun pays arabe n'a interrompu ses relations diplomatiques avec Israël, d'interruption de collaboration universitaire, de levée de visas, de saisie de biens, etc. Tout cela, c'était possible. Ce sont des mesures qui sont prises quotidiennement, ou en tout cas régulièrement, contre divers pays. Hein. Il y a plus de 40 pays dans le monde qui font l'objet de mesures de suspension de ceci ou de cela, bref, de sanctions internationales pour Israël, selon le régime d'exceptionnalité qui caractérise les relations avec ce pays, rien n'a été fait. Donc au moins, les instances juridiques internationales ont-elles réagi? Ce sont les seuls à l'échelon international qui peuvent être crédités d'avoir adopté une position qui, disons, peut être qualifiée de décente, en tout cas qui vise à sauver une décence commune minimum. C'est la CIJ et c'est la Cour pénale internationale. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec ces instances que la CIJ met en question des États, pas des personnes, mais des États, et que la CPI fait le contraire, met en question des personnes et non pas des États. D'où le fait que la CPI le procureur a demandé l'émission de mandat d'arrêt à l'encontre de plusieurs personnes, dirigeants israéliens et dirigeants du Hamas. On se rappelle tous, je pense, la réaction indignée, outragée de plusieurs amis d'Israël, chefs d'État, de gouvernement ou bien personnalités publiques, qui considéraient comme indigne le fait qu'une démocratie soit traitée comme une organisation
terroristes, bref, qui demandaient le rétablissement du jugement par le statut et non par les faits. C'est votre position sociale et politique qui doit être prise en compte lorsque vous comparaissez devant un tribunal et non pas les faits, les crimes éventuels que vous avez commis. C'est vraiment hallucinant de constater à quel point de régression et d'abrutissement ce conflit peut conduire là. Mais enfin, je termine là-dessus. La Cour pénale internationale a, a fait son travail et il est possible, nous ne le savons pas, en tout cas moi je ne le sais pas et je pense que personne ici ne le sait, il est possible que bien d'autres personnes soient visées par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui n'est pas obligée de rendre public ceci. Pour des raisons de sécurisation de l'enquête, de sécurisation des témoins, des mandats d'arrêt peuvent être maintenus secrets. Et donc il y a fort à parier que de nombreux mandats d'arrêt non connus sont là. Ce qui place les Israéliens voyageant à l'étranger dans une situation d'incertitude, au moins qui est absolument salutaire. Enfin, dans une certaine mesure, la peur ou l'incertitude, la crainte du lendemain peut changer de camp, ou en tout cas peut s'installer dans un camp qui n'était pas touché par cela. Donc ce sont des mesures extrêmement importantes, symboliquement très chargées. Je signale que c'est la première fois qu'un pays appartenant au camp occidental est visé par un mandat de la Cour pénale internationale depuis plus de 20 ans que celle-ci existe, ce qui d'ailleurs faisait douter un certain nombre de gens, dont moi, je le reconnais, du fait que Israël ferait l'objet, enfin des Israéliens feraient l'objet d'un mandat de la Cour pénale internationale. Eh bien, les juges de la Cour pénale ont eu le courage de franchir cet obstacle et je pense, sans bien connaître le fonctionnement de la Cour pénale internationale, qu'il en faut du courage, car ces juges, comme le procureur, sont maintenant littéralement persécutés, ou en tout cas sont menacés directement, publiquement, ainsi que leur entourage, par les États-Unis, d'abord, par Israël, évidemment, également, et par quelques États européens. Donc, il est important que même du point de vue de l'opinion publique, nous puissions manifester, exprimer publiquement notre soutien à ces juges, parce qu'aussi bien moralement qu'intellectuellement que matériellement, ce soutien est très important. Ce sont eux qui ont, d'une certaine manière, je ne dirais pas sauvé l'honneur, parce que c'est le déshonneur qu'il a emporté dans cette affaire, mais enfin préservé un minimum d'espace de décence. Excusez-moi pour le micro. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, ça va me permettre de rebondir sur une seconde question. Alors, comme je rappelle, Pascal, vous venez de sortir votre nouvel ouvrage Israël-Palestine, une guerre sans limite. Dans cet ouvrage, vous notifiez notamment que la question israélo-palestinienne est extrêmement polarisante sur la scène internationale, et ce, depuis la création de l'État d'Israël, finalement. Vous mettez en évidence le deux poids, deux mesures des dirigeants occidentaux dans un contexte de simultanéité de la guerre en Ukraine et du conflit israélo-palestinien. En quoi la crédibilité des États du Nord est-elle remise en cause, notamment par les nombreux États du Sud? Et de quelle fracture parle-t-on aujourd'hui, post-7 octobre? Effectivement, les pays occidentaux n'ont pas arrêté depuis très longtemps, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de faire des leçons de morale aux autres sur la gestion, sur la démocratie, sur le respect de valeurs dites universelles, sans eux-mêmes toujours les respecter, puisque du temps de la guerre froide, on a quand même soutenu l'apartheid, on a soutenu Mobutu, on a mis Pinochet au pouvoir. Donc c'était quand même pas aussi net que ça le clivage entre démocratie et dictature. Mais effectivement, la guerre en Ukraine, et maintes fois, les pays du Sud disaient, en fait, vous n'êtes pas cohérent, vous prenez des valeurs, mais quand c'est un rival géopolitique, vous les mettez en avant, quand c'est un allié, vous les taisez et vous êtes beaucoup plus discret. Et là, je veux dire que le choc entre le conflit, la guerre en Ukraine et le conflit, la reprise, enfin, plutôt la reprise n'a jamais terminé, mais disons que le déchaînement de la violence après le 7 octobre a mis en lumière beaucoup cela. J'avais fait un livre sur la guerre en Ukraine qui était paru en août 2023 et je mettais en avant ce deux poids, deux mesures en disant on parle beaucoup de morale sur l'Ukraine, on n'en parle pas pour d'autres conflits, notamment le conflit israélo-palestinien. Et avec le 7 octobre, les Occidentaux ont vu leur discours être pris à contre-pied puisque enfin, Israël est un paria, sauf chez les Occidentaux. Tu vois, c'est ça aussi
C'est pas un État paria, puisqu'on a dit non, non, l'immunité, la Cour pénale, on soutient, mais enfin, quand même, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, on va s'arranger. Et il n'y a qu'à voir la différence du communiqué du Quai d'Orsay une fois que Poutine a été. Un mandat d'arrêt a été émis contre Poutine, c'était Hosanna, on sable le champagne. Et lorsque le mandat d'arrêt a été émis contre les Netanyahou, c'est oulala, c'est un peu compliqué, c'est quand même une démocratie, on peut mettre tout le monde dans le même sac. Et effectivement, comme l'a dit très justement Ronnie, on ne juge pas Israël pour ce qu'il est, on juge pour ce qu'il fait. Et en fait, le problème, c'est de juger les gens et les États pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. Et je ne vois pas au nom de quoi une démocratie serait un permis de tuer. La démocratie donne des obligations, elle ne donne pas des droits. Et bien, là, on vient nous raconter que comme c'est une démocratie, ils peuvent tuer tous les Palestiniens parce que c'est une démocratie et que, bon, non, c'est complètement contradictoire. Et là, on a bien vu que les Occidentaux qui, à partir du 24 février 2022, ont dit c'est inadmissible, la Russie acquiert les territoires par la force et bombarde des civils, au nom des valeurs universelles, au nom du droit international, on ne peut pas accepter cela. Et on dit à tous les pays du Sud de prendre des sanctions contre la Russie pour faire respecter le droit international, en disant, vous voyez, quand même, il faut être avec nous, c'est au nom des valeurs. Et effectivement, à partir non pas du 7, mais du 8 octobre, eh bien, des civils ont été bombardés à Gaza, qui en plus ont été soumis à un blocus. Je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de Ronnie, mais des bombardements de civils, c'est un peu le tout venant des conflits, mais bombarder les gens qui sont soumis à un blocus, qui ne veulent aller nulle part d'autre, c'est quand même à Alep, à Grozny, on n'a pas vu ça. Bon. Donc c'est quand même encore plus grave, et l'acquisition de territoire par la force, c'est quand même depuis 67. Et donc les Occidentaux ont été pris en complète contradiction avec leur propre discours. Et effectivement, le fossé entre le Sud global et les pays occidentaux, eh bien, là, les gens du Sud global, les pays du Sud global, ils disent, ah, écoutez, vous mettez en avant des principes que vous foulez aux pieds et que vous ne respectez pas. Et je pense que d'ailleurs, en termes géopolitiques, c'est tout gagnant pour dans le grand duel qui va être encore plus animé avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Dans le grand duel Chine-États-Unis, les Chinois vont dans les pays du Sud en disant, regardez ce que font les Américains. Ils vous donnent, et les Occidentaux, ils vous disent, ils vous font des leçons de morale matin, midi et soir, mais leur allié israélien fait tout le contraire de ce qui est conforme au droit international. Et là, il n'y a pas de, non seulement il n'y a pas de sanctions, mais on livre des armes. Je veux dire, Biden avait demandé plusieurs fois un cessez-le-feu, de ne pas aller à Rafah, de ne pas aborder le Liban, etc. Il n'a jamais été écouté par Netanyahou. S'il voulait un cessez-le-feu, il y avait une mesure très simple, c'était de cesser de livrer des armes. Si on veut un cessez-le-feu, normalement, quand tu arrêtes d'envoyer des armes quelque part, tu obtiens plus facilement un cessez-le-feu que si tu continues à livrer des armes. Et Biden a continué à livrer des armes. Et je pense que dans les 10 millions d'électeurs qui ont manqué entre Biden 2020 et Kamala Harris 2024, il y a beaucoup de gens qui se sont démobilisés en disant finalement blanc bonnet, bonnet blanc, et on ne va pas voter. Et ce qui s'est passé là restera une tâche indélébile sur le bilan de Biden, parce que, je veux dire, à la limite, Trump, il est cohérent, il soutient Israël, mais il a obtenu un cessez-le-feu, ce que Biden n'a pas obtenu. C'est un peu le paradoxe. Mais Biden ne cessait de dire c'est pas bien ce que fait Netanyahou, il faut s'occuper des Palestiniens qui souffrent, tout en envoyant des armes pour être livrées. Et donc il y avait d'un côté, on envoie de l'aide humanitaire bloquée par Israël, et en fait même des protestations américaines devant le blocage. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Israël bloquait l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis, leur allié principal, qui les protège, etc. Ils se permettaient de faire cela. Donc, ils bloquaient, y compris l'aide envoyée par les États-Unis, donc ils protestaient, mais d'un côté, les États-Unis voulaient envoyer de l'aide humanitaire, et de l'autre côté, ils envoyaient les bombes. Donc, c'était je t'envoie le poison et le contre-poison en même temps, ce qui est complètement schizophrénique, ce qui conduit effectivement à cela. Et donc, alors, sur la génocide, le droit tranchera, le droit tranchera, mais ceux qui sont restés silencieux, parce qu'on ne peut pas dire on ne savait pas. On ne peut pas dire on ne savait pas. Même si les médias bon, ne donnent pas toujours silence. Il y a quand même un peu un silence sur ce qui se passe. Mais on ne peut pas dire vraiment. Il faut vraiment vivre au fin fond de l'Amazone pour ne pas savoir ce qui se passe à Gaza. Ou il faut vraiment avoir une dissonance cognitive en disant je ne veux pas savoir parce que je suis pour Israël, donc je ne veux pas apprendre ce qui se passe parce que ça me met trop en contradiction avec moi-même. Effectivement, la réponse de certains, c'est de dire ce qui se passe, c'est horrible, donc tu es antisémite si tu en parles. C'est une façon, effectivement, de silencier cela. Alors, il y a peut-être les antisémites qui dansent Israël, mais il y a beaucoup de gens
qui sont juste contre le bombardement civil et qui se font traiter d'antisémites parce qu'ils dénoncent le bombardement de civils, ce qui est quand même pas tout à fait logique, cohérent, avec cette assimilation honteuse entre antisémitisme, antisionisme et critique du gouvernement israélien, ce qu'on fait dans aucun autre conflit, dans une autre circonstance. C'est Netanyahu a gagné cette guerre idéologique en faisant admettre cette assimilation, y compris chez parmi beaucoup de parlementaires et dans les médias, alors qu'elle est historiquement fausse. Il y avait beaucoup plus de juifs opposés au sionisme au départ. Enfin bon, bref, on le sait très bien, c'est historiquement, politiquement faux, mais c'est maintenant le tout venant dans le débat. Mais donc, et surtout, c'est que quand Ronnie parle de riche génocidaire, la convention de 1948 qui a été adoptée suite aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, suite au génocide juif, c'est une convention qui n'est pas seulement pour la répression du génocide, mais pour la prévention du génocide. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un risque, il faut agir, parce que si, la prévention, c'est empêcher quelque chose qui risque de survenir. Et donc là, on voit bien que les Occidentaux n'ont absolument rien fait pour prévenir un génocide. Ensuite, je pense que quand il y aura un libre accès des médias à Gaza, on va voir des choses, enfin on voit déjà des choses horribles, mais ça va être encore plus documenté, etc. En tous les cas, il ne faut pas utiliser des termes pour rien. Le génocide, c'est quand même une accusation suffisamment grave pour ne pas euh, la brandir à tout venant, mais on l'a utilisé pour Srebrenica, 7 000 morts. Donc là, quand même. Et en tous les cas, il suffit qu'il y ait un risque pour. Bon. Et quand et les déclarations des dirigeants israéliens, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'aide alimentaire, etc., quand tu empêches l'aide alimentaire, les soins, l'aide humanitaire, les soins hospitaliers, etc., ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas d'éducation à Gaza, etc. Donc, il y a, enfin, je pense que le terme de risque génocidaire n'est pas abusif. Effectivement, peut-être sans transition, la position des pays arabes et finalement aussi la possible décentralisation du conflit en Iran et en Liban. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, en fait, les pays arabes, je crois avec Ronnie, c'est l'expérience, c'est plus le cas maintenant, mais tu vas dans un pays arabe, il dit ah, que fait l'Europe pour les Palestiniens? Il dit mais qu'est-ce que vous faites vous, quoi? Enfin, arrêtez, c'est vraiment de demander aux Européens ce que vous ne faites pas vous-même. Alors, il y a différentes appréciations, parce qu'il y a des pays arabes qui ont signé un accord de paix avec Israël, d'autres qui refusent, la Tunisie, l'Algérie, le Qatar, Koweït se tient un petit peu à part, il y a le Maroc, le Liban, il y a le Maroc, effectivement, et les Émirats arabes unis. Et le game changer, c'est les Saoudiens. Et le game changer par rapport à Trump 1 et Trump 2, c'est l'Arabie Saoudite, puisque, effectivement, quand Trump était au pouvoir pour son premier mandat, les Saoudiens se rapprochaient d'Israël au nom d'une menace iranienne commune, vécue de façon commune. Depuis, les Saoudiens se sont réconciliés avec l'Iran, et depuis, les Saoudiens, avec MBS, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais a dit très nettement il n'est pas question de se rapprocher d'Israël tant qu'il n'y a pas la perspective politique pour l'État palestinien. Et les accords d'Abraham ont été une sorte de produit masquant des réalités géopolitiques, en disant on fait la paix avec des pays avec lesquels on n'est pas en guerre, et tout le monde a dit formidable, il y a la paix. Ceux qui disaient, enfin à chaque fois, les Cassandres sont toujours mal servis. Ceux qui ont dit non, le retrait unilatéral de Gaza est une erreur s'il n'est pas négocié avec l'autorité palestinienne, parce que c'est le Hamas qui va en profiter. On disait qu'on était contre la paix, qu'on n'était pas lucide, qu'on n'avait pas les choses. Et ceux qui disaient que les accords d'Abraham n'allaient pas amener la paix parce que la question palestinienne restait centrale et que les accords d'Abraham faisaient l'impasse sur cela. Et donc, je pense que là, MBS veut revenir au plan Abdallah, qui était déjà en 2002, qui était on reconnaît Israël à condition qu'il y ait un État palestinien, ce qui est quand même. Lorsque Rabin se lance dans les accords d'Oslo, ce n'est pas par amour les Palestiniens, c'est qu'il pense que l'intérêt d'Israël à long terme, c'est de s'inscrire dans son environnement géopolitique et de faire la paix avec ses voisins, pas avec le Laos ou les Émirats arabes unis avec lesquels ils n'ont jamais été en guerre. Et donc, il faut revenir à cette logique, mais on en est très éloigné pour l'instant. Et c'est vrai qu'il y a aussi une question, un problème de leadership palestinien qui se pose aussi, qu'il ne faut pas nier. Merci beaucoup, Pascal. Alors, on a parlé de ce deux poids, deux mesures, spécifiquement sur la question d'aide internationale donc, qui a été envoyée à la bande de Gaza, qui a été souvent bloquée par de nombreuses barrières, nombreuses tentatives. Finalement, on peut se poser la question du double standard dans l'appréciation des crises dans le monde.
et dans l'orientation de l'aide internationale. À quelle crise? Vers où? Vers quel type de civil? En quoi finalement la question israélo-palestinienne est révélatrice de ce double standard dans l'appréciation des crises, et notamment par les États forts, les États du Nord, qui sont les principaux donateurs de l'aide internationale. Ouais. Il me semble que la réponse est simple. En l'occurrence, la communauté internationale, disons, occidentale, le club des pays démocratiques, considère que c'est l'occupant et le criminel qui ont le droit avec eux, et l'occupé et la victime qui ont le droit contre eux. Donc, c'est massif. Ouais. On, on est presque embarrassé de répéter, de développer cela, parce que c'est tellement énorme que on peut penser qu'il faut simplement s'arrêter là. La réponse qui est faite parfois à ce genre d'affirmation sur laquelle donc Israël est la partie qui a tort et les Palestiniens ont la partie qui a raison, c'est de dire mais dans la vraie vie, dans la vie politique, il n'y a pas de bons et de méchants, il y a pas il y a pas une partition entre le noir et le blanc. C'est vrai, et c'est vrai également en Israël-Palestine, mais il y a aussi des circonstances politiques, factuelles, matérielles, qui indiquent, qui impliquent une certaine réaction. Par exemple, le fait d'occuper indûment un territoire qu'on a saisi par la force, que l'on exploite et dont on continue de chasser progressivement les habitants au mépris du droit international, au mépris des engagements qui ont été pris et en bénéficiant d'une passivité totale, voire même d'un encouragement, comme je l'ai suggéré tout à l'heure. Parce que d'une certaine manière, ce qui pourrait presque, non pas excuser, mais permettre de comprendre l'hubris israélienne, c'est le sens de la démesure dont ils font preuve presque en permanence, et en particulier tout au long de ces 15 mois écoulés. Ce qui peut le permettre de le comprendre, c'est que en fait, Israël n'a aucun intérêt à la paix. Le, le- Israël tire profit d'un état d'incertitude, de violence, d'occupation illégale, mais non condamnée, donc mise à profit pour étendre son territoire, sans que aucune sanction, comme je l'ai dit, n'ait été prononcée, et même en étant encouragé, puisque ce statut, par exemple, d'État associé à l'Union européenne dont j'ai parlé, c'est le statut le plus enviable dont bénéficient les non-membres de l'Union européenne euh, dans le pourtour de celle-ci. Donc, tant que le coût de l'occupation euh, sera inférieur au profit politique et économique que Israël tire de l'occupation, il n'y a aucune raison de penser, disons même en bonne orthodoxie économique, aucune raison de penser qu'Israël fera le moindre effort pour ça. D'où l'importance précisément de ces juridictions internationales qui ont, qui, qui jettent, comment dire, enfin, qui marquent d'un certain stigmate Israël. On le voit par exemple au fait que un nombre croissant d'Israéliens envisagent de quitter définitivement le pays, et un nombre croissant d'Israéliens, moins élevé que le premier, quittent définitivement le pays chaque année. On parle régulièrement des candidats à l'immigration en Israël, de ce qu'on appelle l'Alia, la montée vers Israël, mais on parle très peu, parce que les chiffres ne sont pas connus, ou en tout cas pas officiels, de la descente, c'est-à-dire des Israéliens qui quittent Israël, pas forcément d'ailleurs en étant eux-mêmes devenus antisionistes ou quelque chose de cet ordre-là, mais en considérant que dans cet état qui devient un état de pure brute, euh, qui n'a que la violence comme solution, comme réponse à toutes les questions qui se posent, ils n'ont pas envie de voir grandir leurs enfants. C'est pas comme ça qu'ils ont envie de voir leur famille évoluer. Et un certain nombre de gens l'expliquent de cette manière-là, à la fois l'insécurité, mais aussi l'incertitude, la brutalité de la politique israélienne dans laquelle les gens finissent par ne plus se reconnaître. Voilà, je ne sais plus d'ailleurs d'où j'étais parti pour, euh, pour dire ça. Euh,
mais bon, je termine ce propos, cette partie-là de mon propos, en indiquant qu'il me semble que si la Palestine est très mal partie, enfin en tout cas la- la population de Gaza a devant elle de nombreuses années de dureté, de pénibilité, de survie difficile, euh, euh, les Israéliens sont eux-mêmes dans une perspective que je pense suicidaire de perte collective, en tout cas d'évolution vers une sorte de bunkérisation d'une population de plus en plus fanatique. Non pas que le fanatisme augmente, mais que les facteurs de modération diminuent parce que les gens s'en vont. Donc ne vont rester sur place que des Smotrich, des Benvir, des gens comme ça qui ne rêvent que d'apocalypse, de perspectives messianistes, de guerre de Gog et Magog, de transformation brutale, de tout ça. Voilà, donc enfin, j'ai conscience d'être dans un discours extrêmement sombre. Si quelqu'un attendait de moi d'être le messager d'un espoir quelconque, du fait de mon engagement humanitaire, je suis désolé, mais je n'ai pas mieux que ça à proposer à la réflexion. Je n'ajouterai qu'une chose, c'est que il me semble absolument essentiel, enfin je le redis, il me semble absolument essentiel que l'Europe en particulier, parce qu'elle en est largement à l'origine, l'Europe soutienne la Cour pénale internationale dans ses démarches actuelles. Merci beaucoup pour vos messages qui sont, mine de rien, essentiels. Euh, Peut-être avant de commencer avec les échanges, euh, quelle solution aujourd'hui à court terme, je pose cette question à vous deux, quelle solution politique, éventuellement économique et sociale, pour traiter la question palestinienne, ou en tout cas réguler au mieux les ressentiments mutuels. Euh, La fin de l'occupation. Pour rebondir sur ce qu'a dit Ronnie, le solde migratoire est négatif de 56 000 habitants l'an dernier. Donc, il y a 56 000 personnes de moins qui habitent en Israël qui ont quitté. Donc, c'est une alia négatif, etc. Évidemment, ceux qui partent, bah, c'est plutôt des gens libéraux, bien éduqués, qui n'ont pas envie de vivre avec des fascistes ou des messianiques. C'est bon. Et je dirais qu'il y a quand même une responsabilité pour les gens qui se disent de gauche ici dans ce pays et qui veulent éviter toute critique d'Israël parce qu'ils se disent de gauche, mais ils soutiennent un gouvernement d'extrême droite. Et c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire que, et je ne suis pas sûr que ça soit un véritable soutien, parce qu'en fait, ils empêchent un peu les, les alertes d'être ressenties. C'est-à-dire que normalement, quand on est ami avec quelqu'un, si on pense qu'il se conduit de façon dangereuse, non seulement pour les autres, mais pour lui-même, on le met en garde contre son comportement. Mais là, vous avez des gens qui vont préférer nous traiter d'antisémites. Enfin, toi, Ronnie, c'est quand même difficile, mais enfin, en fait, il n'y a pas de limite, donc on peut le faire aussi. Et me traiter d'antisémite si je dis qu'on ne va pas dans la bonne direction et pour empêcher toute critique politique du gouvernement israélien actuel. Alors, si tu te dis fasciste, c'est très bien, tu peux le faire. Si tu te dis de gauche, c'est un peu contradictoire. Et effectivement, les solutions, c'est quoi? C'est l'apartheid ou les deux États, mais on ne peut pas être un État juif et démocratique s'il n'y a pas la libre expression des Palestiniens. Et tout simplement, au XXIe siècle, l'occupation d'un peuple par un autre, qui était déjà un principe contestable, contesté, inacceptable au XXe siècle, ne peut pas être accepté au XXIe siècle. Je ne vois pas au nom de quoi il y aurait une exception et au nom de quoi Israël aurait le droit d'occuper un autre peuple parce qu'il a subi le génocide nazi. Non, c'est donc, et je dirais dans l'intérêt d'Israël, c'est aller vers une autre direction. Mais malheureusement, il y a assez peu de signes parce que les facteurs délétères, le sentiment d'impunité, beaucoup d'Israéliens pensent que ce serait plus risqué d'essayer la paix que d'essayer la continuer Ils n'y comme ont pas intérêt, ils n'y ont pas intérêt pour l'instant. et donc, parce qu'il n'y a aucune pénalité à un comportement comme cela. Et on a pris des sanctions immédiates contre la Russie lorsqu'elle a annexé la Crimée et quand elle a fait la guerre contre l'Ukraine. Il n'y a aucune sanction, aucune sanction. Et je dirais même, puisque ça fait quand même 25 ans que le conflit a repris, qu'on sait qu'Oslo est mort, etc.,
bah, sur le temps long, et Ronnie partage ce temps long avec moi, je veux dire, il était plus facile de critiquer le comportement du gouvernement israélien en 2001, 2002, 2003. C'était pas simple, mais au moins que maintenant. Alors que, il y avait quand même, il n'y avait pas une telle horreur de violence il y a 25 ans que maintenant. Je pense qu'il y a un effet Bataclan également là-dedans. Entre 2000 et 2024, il s'est passé le Bataclan, Mohamed Merah. Donc, l'hostilité à l'islam et l'association musulman terroriste a été fait et qu'elle est très prégnante dans le débat public et dans le débat politique. C'est ça. Voilà. Je suis d'accord, il n'y a aucun rapport. Mais la relation est faite. Mm. Excusez-moi, en fait, comme vous n'avez pas de micro, les gens qui sont en Zoom ne vous entendent pas et ils sont encore plus massifs qu'ici. Du coup, bon, pas de solution pour l'instant, mais peut-être au cours du débat, on en trouvera. Euh, est-ce que, est-ce que on a des questions dans la salle et aussi des questions en Zoom? Alors, on va faire passer les micros. Qui était le ou la première? Le premier. Monsieur, allez-y. Premièrement, merci beaucoup pour cet échange, messieurs. Ma première question, c'est comment lire les récents développements régionaux au Liban, en Syrie, avec la chute de Bachar Assad, avec des élections au Liban. Euh, Comment on peut s'attendre à trouver une solution, comme vous l'avez dit, et comment la France peut prendre part peut-être à un rééquilibrage régional entre le Liban, la Syrie et la Palestine. Est-ce que, on peut avoir une perspective d'engagement diplomatique au moins pour construire quelque chose de plus stable? Pascal, je crois que ça te revient. Je laisse Pascal répondre. Écoutez, la diplomatie française, pour le moment, c'est devenu plus une diplomatie humanitaire qu'une diplomatie active. Donc on envoie de l'aide, on dit qu'on va soigner, etc. Mais honnêtement, la France et moi, d'ailleurs, plusieurs diplomates ont fait une note commune envoyée au ministre des Affaires étrangères pour dire que la France perdait sa visibilité dans la région, que c'était gênant. Et voilà, on voit très bien que la France, qui était très active sur ce dossier, et qui était, pendant très longtemps, la France a été le pays occidental qui avait la position la plus courageuse, la plus lucide sur ces questions. Ce n'est plus le cas. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, justement, François Raymond Poncet-Monge, qui revient de Palestine, de Cisjordanie, disait qu'il y a beaucoup de colère contre la France, que les gens ont l'enseignement que la France, qui était d'habitude à leur côté, les a un peu abandonnés par rapport à cela. Donc très honnêtement, on est moins audible, on est moins visible et il y a un coup, le président dénonce la barbarie en disant on ne défend pas la civilisation par des moyens barbares et ensuite le Quai d'Orsay dit qu'il y a une immunité pour M. Netanyahou s'il venait en France. On a du mal et le résultat d'ailleurs, pour le coup, c'est que le président de la République est à la fois hué dans les manifestations de soutien à Israël et hué dans les manifestations de soutien à la Palestine. Donc c'est une sorte d'en même temps un peu curieux, quoi. Bonsoir. Est-ce qu'on peut appeler ce conflit guerre? Pour moi, une guerre, c'est deux armées De belligérants. équilibrées en quelque sorte. Là, les Palestiniens n'ont ni chars, ni hélicoptères, ni. Enfin, je pense que c'est pas vraiment approprié de dire guerre. C'est juste un avis.
En fait, pendant très longtemps, on disait qu'il n'y avait pas de guerre en Algérie. Mais justement, les Algériens ont dit si, si, c'était pas des événements, c'était une guerre. Et les guerres coloniales sont faites toujours de façon asymétrique. Donc, quand tu as des morts par des moyens militaires, c'est une guerre. C'est pas une guerre interétatique, puisque effectivement, mais c'est une guerre d'occupation. C'est une guerre, effectivement, bon, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas une guerre. Il y a des morts par des moyens militaires régulièrement et avec des poussées de fièvre. Et même en période calme, quand même, il y a une occupation militaire. Donc, on peut dire qu'il y a un conflit depuis très longtemps avec des périodes de violence plus grandes par moment. Moi, je suis tout à fait d'accord. Super. Je prends juste une question en ligne avant de repasser le micro. Que va faire Trump dans la région? Alors, j'ai une question de Marie qui nous dit qu'il était artisan d'un cessez-le-feu que n'a pas fait Biden en étant pro-israélien. Quel enseignement pouvons-nous tirer pour la suite des événements en Palestine? Trump veut avoir un prix Nobel de la paix, donc effectivement, s'il s'attaque à ça, c'est non, mais ne rigolez pas, c'est vrai, il veut avoir un prix Nobel de la paix. Et donc, il a donné feu vert à Israël pendant son premier mandat. Il a dit que ça serait l'enfer si les otages n'étaient pas libérés. L'enjeu, c'est est-ce qu'il va permettre, la seule chose que Biden avait obtenue de Netanyahou, c'est de ne pas bombarder massivement l'Iran, les installations nucléaires et pétrolières. Donc, il a obtenu de respecter les installations pétrolières plus que les civils palestiniens, qui étaient plus à protéger. Et pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait une crise économique au cas où tous les champs pétroliers du Golfe, c'était pas du tout pour le respect des civils, c'était juste si tu bombardes l'Iran, les outils où l'Iran peut se venger sur les Saoudiens est un baril à 200 $ et donc plus personne ne s'y retrouve. Donc peut-être que Trump ne va pas non plus l'accepter de cette part-là. Le problème, c'est qu'on sait, enfin, je veux dire, une guerre se termine comment? C'est une victoire militaire indiscutable. Mais là, on voit bien, au bout de 15 mois, il y a plus de miliciens du Hamas qu'au début du conflit. Donc, ce n'est pas une victoire militaire, ce n'est pas possible. Soit il y a un accord entre les deux protagonistes. Israël ne veut pas l'accord avec les Palestiniens. Soit il y a une pression extérieure de la communauté internationale ou des protagonistes extérieurs qui imposent les conditions d'une paix. Et on ne voit pas pour l'instant quelle puissance pourrait imposer à Israël. Pour l'instant, Israël ne s'est vu, le dernier président américain qui a fait réellement pression sur Israël, c'est George Bush père, et son fils a cru comprendre que son père a perdu ses élections à cause de ça. Donc il y a plus de pression américaine sur Israël depuis 30 ans. Tout d'accord aussi? Non, c'est Oui, oui, je suis formidable. d'accord. Juste un commentaire de Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, qui nous dit, rappelle aussi que les rapports d'Amnesty et de Human Rights Watch sont en faveur d'un génocide, en plus de ceux des rapporteurs des Nations Unies. Voilà. Euh, Suite du dossier. Euh, alors, il faut voir qui est peut-être monsieur. On fait suivre un deuxième micro au fond aussi, comme ça. Moi, je reviens vers la solution que vous parliez de solution. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va plutôt dans un mur énorme qui va arriver en septembre 2025. Parce que vous savez qu'il y a eu la résolution des Nations Unies du 18 septembre, qui a été votée par la France, d'ailleurs, qui dit que Israël doit sortir de tous les territoires occupés d'ici le 17 septembre 2025. Donc il y a les Nations Unies, et c'est la même résolution qui a dit qu'Israël est un État d'apartheid. C'est officiel dans le monde. Donc il y a la Convention qui combat l'apartheid qui est activée, et il y a la résolution des Nations Unies qui met les pays des Nations Unies, donc toute la communauté internationale, qui pour le moment, malgré tout ce qu'elle ne fait pas, elle existe. Mais qu'est-ce qui va se passer en septembre 2025? Est-ce que cette communauté internationale va tenir le coup? Est-ce que c'est pas plutôt la vision américaine et israélienne, c'est de détruire ce droit international parce qu'ils n'ont aucun intérêt à avoir ce droit international. Il est en train de débrider en fait dans leur avancée. Mais qu'est-ce qui va nous arriver, nous, à l'Europe? Donc moi, je vois même plus de solution, je vois une catastrophe qui va nous arriver. On va se trouver devant une contradiction énorme, ces pays des Nations Unies, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sert à quelque chose ou pas?
il y a c'est une date limite. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Et vous savez que cette résolution même, elle impose au pays de faire un boycott d'Israël. Il y a une imposition tant que l'état d'occupation est maintenu. C'est un truc de dingue. Moi, je ne vois même pas de quoi on parle de solution. On est en train de parler, est-ce qu'on va survivre à ça ou pas, nous en tant que, après, moi, je suis un peu négatif comme ça, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de qu'est-ce qui va se passer? Enfin, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, merci Pascal de me laisser la charge de réagir vous savez. Bah, la première et la plus honnête des réponses, c'est évidemment, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer en septembre 25. Constatons que enfin, cette résolution ne fait que reprendre de nombreuses autres résolutions, ne fait que répéter, disons, enfin reprendre à son compte le contenu du droit international qui interdit ce que fait Israël, non pas l'occupation, mais l'occupation durable et l'implantation de populations civiles sur des territoires occupés peu à peu annexés. Donc, ça n'est qu'une répétition de quelque chose qui est déjà en route. Donc, il y a une certaine force symbolique à en faire une résolution qui donne un délai de mise en œuvre, etc. Mais il y a fort à parier que ça en reste là et que ça n'est pas vraiment de conséquences. On va voir ce qui va se passer d'ici septembre 25. Mais là où je vous rejoins tout à fait, enfin, disons, je me reconnais dans votre inquiétude, c'est dans effectivement le recul du droit international. Et si ce droit recule, ce n'est pas, je pense, parce qu'il a été plus violé que dans d'autres conflits. Parce que tout de même, rappelons-nous que tous les conflits ont violé. Moi, je suis venu à la politique par la guerre du Vietnam. Les bombardements de haute altitude, les milliers de tonnes de bombes, la plus grande guerre chimique de l'histoire de l'humanité, c'est au Vietnam qu'elle a été livrée. Et on pourrait multiplier les exemples de ce qui s'est passé au Vietnam à toutes sortes d'égards. Et la guerre de l'Afghanistan menée par les Soviétiques. Et bon, je ne vais pas faire la liste de tous ces moments où le droit international a été littéralement piétiné. Mais il y a quand même une différence qui mérite d'être soulignée, c'est que le droit international a été piétiné avec le soutien actif de ceux qui s'en font les champions. C'est ça la nouveauté radicale de ce conflit, c'est ça qui bouscule tout l'ordre établi. Alors on pourrait dire, ce ne sont que des mots. Oui, mais nous vivons, nous raisonnons, nous réfléchissons, nous pensons, nous cherchons des solutions avec des mots. Les mots comptent. Or, ces mots, les mots qui condamnaient Israël n'ont pas été prononcés, les mots qui soutenaient la perspective israélienne, eux, l'ont été. Et c'est en cela que, me semble-t-il, le droit humanitaire a commencé, et le droit international tout court, a commencé à voler en éclats. Alors je ne sais pas, le recul manque pour dire ce que seront vraiment les conséquences de ce conflit. Je ne veux pas m'avancer. J'étais suffisamment catastrophiste jusqu'à présent pour ne pas en rajouter. Mais voilà ce que je peux en dire à ce stade. Merci beaucoup. Alors, en ligne, c'est vrai qu'on a très peu parlé de la situation de la Cisjordanie, euh, qui est difficilement accessible, notamment par les convois humanitaires. On me dit aussi que devient l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Qu'est-ce qu'on envisage aujourd'hui? L'autorité palestinienne, elle est clairement dans une position de supplétif Mm. de l'occupation de la Cisjordanie. Et le siège de Jenin de ces derniers temps n'a fait que rendre plus manifeste encore cette position, cette situation. Donc c'est effectivement catastrophique. Je rappelle que dans fin des années 70, début des années 80, Israël a méthodiquement exterminé tout le leadership palestinien, hein, entre des actions terroristes menées au Liban, la création d'un front de libération du Liban des étrangers, hein, le FLLE, dont tout le monde se demandait d'où il venait, une extrême droite libanaise dont on sait aujourd'hui qu'elle était manipulée par les Israéliens, par le Mossad. Et ça a donné lieu à des attaques systématiques, méthodiques, ciblées contre les Palestiniens et tous ceux qui les entouraient, tous ceux qui les soutenaient. Ça a compté pour beaucoup
dans l'élimination du leadership palestinien. Et dès qu'une tête dépasse, Israël se charge d'en faire de son traitement, quoi. Marwan Barghouti, dont Pascal a rappelé l'importance et l'existence, est là pour en témoigner. Et je suis bien d'accord sur le fait que ni le Hamas ni l'autorité palestinienne n'ont une envie très grande de voir Barghouti revenir, puisqu'il serait l'homme qui les supplanterait d'une certaine manière, même s'il ne faut pas attacher trop d'importance aux individus. Ce sont des mouvements plus que des individus. Dans certaines circonstances, les individus, le rôle des individus compte beaucoup. Et Barghouti serait pourrait être cette personne, puisqu'il est la seule personnalité politique capable de rassembler l'ensemble des factions palestiniennes derrière lui. On sait que le factionnalisme en Palestine, il est quand même actif. La tentation comment, je veux dire, les divisions à l'intérieur de la société palestinienne sont profondes et elles sont difficiles à combler. Voilà, je ne sais plus si je répondais à une question là ou pas. Alors, euh, est-ce qu'on a des questions le deuxième micro? Oui, monsieur, madame, monsieur. Ici aussi, on passe un micro. Oh, Monsieur qui lève la main. Ah, juste la question d'avant, peut-être. Vous avez peut-être bonjour. on a pu passer le micro Oui, ici. bonjour, merci. Une petite question. Vous avez bien rappelé la totale impunité d'Israël, notamment dans les pays occidentaux. Donc j'ai une question très simple. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est notamment lié à la toute-puissance des groupes d'influence pro-israéliens, certains diraient sionistes, comme les PAC, le CRIF, l'ADL, la JC, le World Jewish Congress, and so on, comme on dit. Donc, est-ce que c'est pas cette influence démesurée et totalement inique qui fait que Israël est totalement impuni et continue de faire ce qu'ils font, les massacres? Merci. Non, ils ont de l'influence, mais c'est pas comme cela qu'on explique. Quand on regarde ceux qui prennent position pour Israël dans les médias, il y a vraiment des gens qui viennent de partout et donc c'est plutôt un choix occidentaliste. C'est-à-dire, pour beaucoup, ils achètent le discours de Netanyahou, c'est la civilisation contre la barbarie, même si on peut penser que en développant cela, on développe aussi, on nourrit le terrorisme plus qu'on le combat. Mais Ronnie rappelait très pertinemment l'effet Bataclan, c'est que les attentats qui ont secoué la France ont radicalisé une partie de l'opinion qui a fait cette assimilation qui est tout à fait fausse entre islam, islamisme, terrorisme, en mettant un peu tout le monde dans un même bain. Et c'est un argument qui marche beaucoup. Donc oui, le CRIF a de l'influence, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'orbite du CRIF, qui, dans les médias, tu vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui défendent Israël pour des raisons il y a des gens qui sont hostiles à l'islam, soit par mémoire de la guerre d'Algérie, qui laisse des traces dans les opinions françaises, soit par civilisation, soit par culpabilité, etc. Mais il serait inexact, faux, de résumer le soutien d'Israël en France à ces seules organisations. Bonsoir. Oui, oui, je l'ai. Non, bonsoir. Je voulais vous demander, parce qu'avant le 7 octobre, avant le 7 octobre, en fait, il y avait beaucoup de manifestations en Israël par rapport à enfin, toutes les déviances autoritaires du gouvernement. Netanyahou était empêtré dans des affaires judiciaires et enfin, le 7 octobre aurait pu sonner sa fin, en fait, hein. Aujourd'hui, on se rend compte que tous les proxys de l'Iran dans la région ont pris un très gros coup, hein, que ce soit le Hezbollah, les Houthis, Bachar al-Assad a disparu. En fait, je voulais vous demander déjà quel était, parce que vous avez parlé de 46 000 Israéliens qui ont quitté Israël. Euh, Quelle est, disons, aujourd'hui l'opinion publique en Israël? Quelle est un petit peu la tendance? Et quel est l'avenir de Netanyahou? Et n'aurait-il pas un peu trouvé leur héros, enfin, un peu leur Trump israélien qui réussissent? Enfin voilà quoi. Quelle est un petit peu la situation à ce niveau-là et quel est le futur pour Netanyahou? Euh, là encore, enfin, dès qu'on parle du futur, moi je me raidis un petit peu parce que les prévisions sont rarement vérifiées. J'ai pas envie de me ridiculiser trop. Mais
répondre en deux temps. Ce qui s'est passé, enfin, jusqu'au 6 octobre, disons, 2023, c'est-à-dire ces grandes manifs du vendredi pour protester contre la réforme de la Cour suprême, disons, la réforme du système judiciaire israélien. Cette manifestation avait quelque chose de sympathique, puisqu'elle regroupait des gens qui étaient, disons, grosso modo, des démocrates qui mettaient en question la politique d'un type qui est corrompu, autoritaire, etc. Donc, la sympathie spontanée allait vers eux. Mais c'était quand même une sympathie, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, une sympathie très mesurée, parce que, il s'agissait de sauver la démocratie juive, c'est-à-dire les bénéficiaires juifs de la démocratie israélienne. À aucun moment, sauf dans des petites, et vers la fin, ça commençait, semble-t-il, à gagner, dans des petits endroits dans ces manifestations, on pouvait voir des panneaux stop enfin, concernant des affiches, des pancartes qui évoquait l'occupation et qui faisait un lien entre le durcissement juridique israélien, disons, l'évolution vers un système autoritaire, violent que montre Israël et l'occupation, car l'occupation a des effets en retour. La brutalité avec laquelle les soldats israéliens gèrent cette occupation n'est pas sans conséquence sur la brutalité qui se développe à l'intérieur de la société israélienne. Il n'y a pas une coupure nette entre les territoires occupés et la société israélienne elle-même. Ça n'existe pas, ni en Israël, ni ailleurs. Hein, la notion de brutalisation par la guerre, c'est une notion classique en histoire, dont on voit les effets en Israël, avec la mortalité, disons, les violences conjugales, les violences routières, les violences dans la rue. Disons, c'est une société qui devient de plus en plus violente en rapport avec la violence qu'elle exerce, disons, sur la société qu'elle occupe et qu'elle cherche à dominer de façon totale. Donc ça, c'était au 7 octobre à 6h30 du matin, déjà. Donc ces manifestations, elles avaient un côté sympathique, mais l'image qu'elles envoyaient, ou en tout cas l'interprétation qui en était donnée dans les médias en France, était largement surévaluée, largement... ce n'était pas exactement des manifestations démocratiques anti-Netanyahou, c'est des manifestations pour sauver les droits des Juifs en Israël, pas ceux des millions de Palestiniens qui étaient sous la botte israélienne. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Les 15 mois de guerre en Israël à Gaza ont provoqué ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire une fusion, un raidissement, les attaques du 7 octobre, les otages, les 250 personnes, 251 personnes kidnappées par les militants, les activistes du Hamas et d'autres groupes, d'ailleurs, il n'y avait pas que le Hamas, il y avait d'autres groupes palestiniens, ont soudé la société israélienne et en ont fait un bloc à peu près homogène, à l'exception d'une petite partie, objecteurs de conscience, refusniks, des gens absolument admirables, parce que menant une vie très dangereuse dans un milieu qui leur est extrêmement hostile et mettant en jeu leur carrière, leur vie sociale, leur vie familiale. Enfin, vraiment, il y a quelque chose d'héroïque parmi ces gens qui résistent en Israël au courant général. Mais précisément, le courant général, il est extrêmement vindicatif. Alors, il semblerait aujourd'hui, mais là, on manque de recul parce que le cessez-le-feu vient quand même si ce n'est bouleverser, du moins changer de manière significative les représentations, les attentes, les discours politiques. Donc, est-ce que le cessez-le-feu va permettre à une majorité d'Israéliens de retrouver la raison, de s'apercevoir que tout n'a pas commencé le 7 octobre, loin de là, que le 7 octobre est le dernier épisode d'une longue guerre, d'une longue résistance à l'occupation, d'une longue catastrophe qui se déroule au ralenti et qui brutalement s'accélère. Voilà ce qui est en jeu. Et ça, je ne sais pas, c'est une question à laquelle, personnellement, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si des gens peuvent y répondre. Parce qu'on entend des choses contradictoires en venant d'Israël. Certaines personnes, je discutais enfin, sur les médias, TV5 Monde,
avec Elie Barnavi il y a quelques jours, complètement écrasé, déprimé, etc. Il a été pourtant l'ambassadeur de Sharon, moi je n'oublie pas ça, mais il est accablé par la situation actuelle et lui pense que la majorité des Israéliens est pour la cessation de cette guerre, pour des concessions, pour une discussion qu'ils ont compris. Mais d'autres disent le contraire. Et je ne sais pas qui a raison. En tout cas, ce serait vraiment un retournement impressionnant, mais peut-être qu'il va avoir lieu à un moment ou à un autre. Même mon scepticisme n'est pas une description du réel, c'est une attitude à moi, ça. Donc, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, euh, si la guerre reprend, moi, je ne serais pas étonné qu'une majorité, pas forcément la totalité, mais une majorité significative de la population israélienne soutiennent celle-ci, parce que avoir soutenu pendant 15 mois, en ignorant délibérément, en se masquant la vue, en cherchant à surtout ne pas savoir ce qui se passait à Gaza, et en adhérant intégralement aux buts de guerre tels qu'ils étaient donnés par Netanyahou, c'est-à-dire des buts de guerre inatteignables en plus, dont chacun pouvait comprendre qu'ils étaient inatteignables. Je ne sais pas comment on revient si facilement au réel après un état d'ébriété aussi prolongé et aussi profond. Merci. Voilà. Alors, Bonsoir. Du bonsoir. coup, Ouais, c'est bon. Oui, je voulais vous interpeller notamment par rapport à des remarques que l'on peut recevoir dans la sphère militante. Donc, je vais vous interpeller sur deux choses, notamment la première, celle qui dirait que l'antisémitisme aurait changé de camp et qu'elle serait plus du camp de l'extrême droite, mais du camp de la gauche, notamment juste par rapport à notre soutien pour la Palestine. Et ma deuxième question. C'était au sujet de... je sais plus. Bah, celle-ci, ça sera très bien. L'argument de l'antisémitisme, il est opposé à tous ceux qui critiquent par cette assimilation entre antisionisme, qui est l'opposition à l'État d'Israël en tant que tel, l'antisémitisme, qui est la haine des Juifs, et la critique de Netanyahou. Si on critique Donald Trump, on ne peut pas dire qu'on fait de l'anti-américanisme. Si on critique Poutine, on ne peut pas dire qu'on fait de l'antislavisme ou l'antirussisme. C'est un rayon paralysant. En fait, c'est assez simple, hein. En France, l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, si des gens ont des propos antisémites, n'importe qui peut saisir le procureur, le dénoncer, et il sera jugé. Et généralement, les gens sont punis très sévèrement en cas de propos antisémites et sont exclus de l'espace social. Il fut un temps où il y avait des gens qui s'affirmaient antisémites et qui le plastronnaient, y compris à l'Assemblée nationale, sans aucun problème. Ce n'est plus le cas. L'antisionisme est encore une idée, c'est pas non plus, c'est pas encore un délit. Et donc, s'il y a des gens qui ont des propos antisémites, bah, ils sont condamnés. Et je veux dire, les motifs de plainte, les associations qui peuvent porter plainte pour cela sont assez nombreuses pour que nul n'échappe à la rigueur de la loi là-dessus. Et on voit bien qu'il y a une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme au profit de la sanctuarisation de l'action du gouvernement israélien, qui est une sorte de déviation de cela. Et si vraiment l'antisémitisme est un problème majeur, bah, je veux dire, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si ta maison brûle, tu vas pas demander à celui qui vient t'aider à éteindre l'incendie s'il est en règle de ses impôts ou si il a les bons papiers pour vivre là. Tu veux dire, tout le monde est bienvenu. Et là, on voit bien qu'il y a un tri. Disons que ceux qui veulent combattre l'antisémitisme et qui sont en même temps critiques de l'action du gouvernement israélien ne sont pas les bienvenus par certaines organisations. Donc, il ne faut pas nier l'existence de l'antisémitisme, il ne faut pas nier la montée des actes antisémites dans la période actuelle, mais il ne faut pas non plus nier que la lutte contre l'antisémitisme est instrumentalisée pour sanctuariser le gouvernement israélien, ce qui d'ailleurs n'est pas la meilleure méthode pour lutter réellement contre l'antisémitisme. Merci, monsieur. Et puis, on prend une dernière question. Monsieur. Ah, voilà. Ça vous avez levé la main depuis longtemps. Les trois Ouais. dernières. Bonsoir, merci pour vos interventions respectives et les réponses à vos questions. Je voulais vous parler du Liban. Enfin, vous avez dit qu'il y avait un cessez-le-feu aujourd'hui à Gaza, Gaza-Israël, la Palestine-Israël. Depuis des décennies, c'est le cas avec le Liban. Pourtant, la France, elle a continué à faire de la politique au Liban.
Et je voulais savoir pourquoi la France aujourd'hui a fait plus de politique en Palestine et pourquoi elle se cantonne à une diplomatie humanitaire et justement comment en tant que citoyen français ou comment en tant que militant on peut remettre en cause cette diplomatie humanitaire pour remettre la France au centre de l'échiquier politique via la communauté internationale. Comment en tant qu'une ONG par exemple, comment elle peut faire un plaidoyer pour voilà, remettre la France à l'endroit, c'est-à-dire faire de la politique. Je contesterais le terme de diplomatie humanitaire. Je voulais le faire d'ailleurs tout à l'heure parce que Pascal l'a employé, parce que je pense que, d'abord, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que l'on puisse appeler une diplomatie humanitaire, mais il me semble qu'en Israël, la caractérisation de la politique française et de la politique européenne, plus largement, mais de la politique française parce qu'elle a évolué de manière considérable, c'est de la qualifier, c'est l'atlantisme. La France est devenue ou redevenue euh, atlantisme en 2004 et elle n'a fait que le devenir de plus en plus. Enfin, je sais pas, j'attends le commentaire de Pascal sur ce plan-là, mais il me semble que c'est, en tout cas, vu de ma chapelle, de mon point de vue, tout à fait évident. Donc, on est devenu pro-israélien parce qu'on est pro-américain et que quand on est pro-américain, il faut être pro-israélien. C'est une nécessité stratégique, diplomatique. Alors, pourquoi euh, il semblerait que ce soit les suites de la position française de contestation de la position américaine au moment de la crise d'Irak et du refus enfin, des Français de rentrer dans le discours américain. Donc le fameux discours de Villepin à la tribune des Nations Unies, la position de Chirac refusant de gober les bobards propagandistes des Américains, Colin Powell et sa fiole d'anthrax et ce genre de choses dont on se souvient. Tout cela a été suivi d'une réaction extrêmement hostile euh, aux États-Unis, hein, qui disait, enfin, Condoleezza Rice, qui disait, je crois à peu près, euh, euh, pardonner les Russes, oublier la Russie, pardonner les Allemands et punir les Français. Et les Français ont eu peur, enfin les Français qui nous dirigent euh, ont eu peur. Et c'est à partir de là que la position française s'est infléchie. Donc non pas simplement sous Sarkozy, comme on dit souvent, mais déjà apparemment, en tout cas selon des études de politistes, déjà apparemment à la fin du deuxième quinquennat de Chirac. Et ça n'a fait que s'accentuer, parce que Sarkozy, lui, était ouvertement néoconservateur. Donc il l'a montré aussi avec la guerre de Libye, mais il est allé aux États-Unis pour soutenir Bush dans son expédition coloniale impériale en Irak. Hollande, se situant dans la tradition molétiste coloniale également, n'a rien fait d'autre que se soumettre à ces cadres politiques-là. Et voilà, quant à Macron, il semblerait bien qu'il est totalement ignorant des réalités proche-orientales et qu'il leur est indifférent. N'oublions pas que jusqu'au 6 octobre dernier, la réponse qui était opposée à tous les gens qui s'intéressaient au conflit israélo-palestinien et qui cherchaient à le faire, enfin, à rappeler son existence, tous ces gens-là se voyaient renvoyés à l'histoire. On dit, mais c'est du passé, tout ça. La question palestinienne est inexistante. Elle a été résolue. Regardez les accords d'Abraham, regardez le calme qui règne en Palestine. Le calme qui règne en Palestine, il se caractérise par une chose, c'est quand il y a très peu de juifs qui se font agresser ou tuer. Je dis très peu parce qu'il y en a quand même ici et là de façon un peu perlée. Mais tant que ce sont des Palestiniens qui se font tuer en masse, comme en gros tous les 2 ans à Gaza et régulièrement également en Cisjordanie. On appelle ça la paix, la tranquillité, le règlement du conflit israélo-palestinien. Donc chacun croyait de plus ou moins bonne foi, avec plus ou moins d'efforts, mais en tout cas chacun affichait cette croyance selon laquelle ce conflit était résolu et que désormais la question était l'impérialisme russe et l'impérialisme chinois, hein, le front ukrainien, le front de Taïwan. Voilà quels étaient les deux principaux points de cristallisation des relations internationales. Et la question palestinienne a ressauté au visage de tout le monde. Et cela, c'est la grande victoire du Hamas et de personne d'autre. Il faut bien le reconnaître. Ah, monsieur avait une question depuis tout à l'heure et je... Dans ce
dans cette région du monde, dans tous les pays comme la Turquie, l'Iran, Israël ou même les pays arabes, la religion domine. C'est la religion qui décide les lois. Et dans toutes les religions abrahamiques, la Palestine, enfin Jérusalem en soi, c'est la fin des temps. C'est là où il y aura le jugement dernier et tout ça. Et est-ce que, à mes yeux, le la Cour pénale internationale ou le droit international peut régler ce conflit, alors que ça fait quand même des siècles qu'il existe. Il y a toujours eu des guerres et il y aura toujours des guerres dessus, parce que tous les gouvernements parlent de religion, que ce soit le régime des Mollahs en Iran, l'extrême droite de Netanyahou ou même le Hamas, qui disent que la religion doit dominer les règles internationales et que c'est nous qui avons du coup la raison sur qu'est-ce que sera la fin du monde concernant Jérusalem. Que ce soit Netanyahou, Ben Gvir qui dit ouvertement que la Cour pénale internationale ne sert à rien, un non-juif n'a pas de me dire ce que je dois faire, que ce soit le Hamas qui dit que ça reviendra aux musulmans tôt ou tard, ou le régime des Mollahs aussi qui dit la même chose. Donc est-ce que le droit international sert vraiment à quelque chose pour ce conflit? Et est-ce que c'est le seul qui ne peut pas résoudre en soi? Euh, je hasarderais une réponse. Votre question est en elle-même un sujet qui demanderait un traitement assez long, mais je pense qu'elle est intéressante à historiciser un petit peu. Jusqu'au démantèlement de l'Empire ottoman, la question de la coexistence des différentes communautés religieuses au Proche-Orient, et d'ailleurs à l'intérieur également de l'Empire ottoman, n'était pas un problème. Ça, ça fonctionnait et ça fonctionnait bien. D'ailleurs, l'Empire ottoman lui-même n'était pas un empire islamique. Certes, l'islam jouait un grand rôle, mais ce n'était pas un empire qui se vivait comme ayant une destination religieuse. Donc, il me semble que il faut, comment dire, tempérer cette question de la religion. Vous avez raison de rappeler que la religion compte beaucoup en politique, et cela un peu partout. Je rappelle aussi, y compris en Europe, ce qui ne nous frappe pas à nous, Français, parce que la question de la laïcité y est posée d'une manière un peu particulière, mais ailleurs, vous avez des chefs d'État qui sont chefs des communautés religieuses, la reine, le roi d'Angleterre et le chef de l'Église anglicane, et ainsi de suite dans d'autres pays. Donc, l'interpénétration du religieux et du politique est une règle tout à fait générale, mais je pense qu'elle n'est pas plus, disons, en ce moment, elle est plus aiguë au Proche-Orient qu'ailleurs, mais historiquement, et donc dans le futur également, il n'est pas dit que ce soit l'ultima ratio, le dernier mot de la situation. Et par ailleurs, personne n'a dit que la CPI ou la Cour internationale de justice allait régler la question du conflit israélo-palestinien. C'est naturellement, enfin, je pense que personne ne pense cela. La CPI et la CIJ font avancer ce dossier, rappellent un certain nombre de choses importantes qui étaient ignorées de la part des intervenants habituels. Donc c'est en cela qu'il faut les soutenir, comment dire, les soutenir, et relayer leurs paroles. Parce que ce qui permet d'égaliser un petit peu les camps, de diminuer le rapport de force extraordinairement déséquilibré au profit des Israéliens, qui leur permet donc de maintenir leur politique coloniale, leur domination totale sur la Palestine historique. Eh bien, tout cela, tout ce qui peut contribuer à affaiblir cette position est bon à prendre. Mais de là à penser que ça règle le conflit, il y a un pas que je ne franchirai pas du tout. Je vous en prie. Je voulais revenir sur Marwan Barghouti parce que le Hamas a demandé sa libération. Et c'est les Israéliens qui ont dit il n'est pas question. Et il a depuis C'est vrai, été c'est vrai. soumis à plus de torture, Il a disons. été torturé, tout à fait. Mais, et le Hamas a dit nous, on veut pas gouverner après ce qui s'est passé à Gaza. Donc je voulais juste dire que quand même, le Hamas a demandé sa libération à Marwan Barghouti, qui est dans un sale état, il paraît, en ce moment. Comme, bon, je voulais quand même parler de docteur Abou Safia, qu'on n'a pas encore de nouvelles de lui. Voilà. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut parler du docteur Safia, qui a été enlevé par les Israéliens il y a 15 jours, 27, 27 oui, décembre, fin je crois. décembre, et qui a disparu. On n'a absolument aucune. On ne sait pas s'il est mort ou vivant. On ne sait pas.
Il a été, semble-t-il, battu, comme d'ailleurs Marwan Barghouti, qui était sorti de sa cellule, qui a été battu. Donc on ne sait pas non plus où il est, mais vous avez tout à fait raison de le rappeler. D'ailleurs, je voulais mentionner ce fait, et puis dans la précipitation, j'ai éludé la question, mais le Hamas avait annoncé qu'il il n'exigeait pas de figurer dans les rangs d'un gouvernement unitaire ou qui rassemblerait Cisjordanie et Gaza. C'est un acteur, moi j'ai pas une grande sympathie pour le Hamas, je dois le dire, c'est un mouvement de droite, ultra-religieux, ultra-libéral, c'est pas exactement les valeurs politiques que je défends, mais enfin il fait partie du mouvement national palestinien et à ce titre, il doit être reconnu comme tel dans cette situation. Et il faut reconnaître qu'il a aussi des positions extrêmement responsables, c'est-à-dire des positions qui se prêtent à une sortie en douceur, enfin pas simplement à une confrontation militaire violente, mais aussi à des arrangements d'ordre politique entre les différentes forces palestiniennes. Et vous avez raison de dire qu'il a en effet, il s'est pas obtenu. Moi, j'étais à la fois d'accord avec ce que disait Pascal, c'est-à-dire le Hamas n'est sans doute pas enthousiaste à l'idée de lâcher le pouvoir au profit d'une personnalité aussi charismatique, aussi imposante, parce qu'on n'a pas développé sur Marwan Barghouti, mais c'est une personnalité extrêmement impressionnante. C'est à proprement parler, sous toutes sortes d'égards, un véritable Nelson Mandela palestinien, par son courage physique, par son niveau intellectuel, par sa formation, par sa maîtrise de la langue de l'adversaire ou de l'ennemi. Enfin, tout concourt à les mettre vraiment en parallèle. Mais malheureusement, il n'y a pas de campagne internationale pour la libération de Barghouti, comme il y a eu une campagne internationale pour la libération de Mandela. On est un certain nombre à tenter de promouvoir depuis des années Mandela, Barghouti, prix Nobel de la paix, et puis à le faire porter quoi, par les médias, mais pratiquement sans aucun succès. Barghouti demeure un illustre inconnu, si j'ose dire, et c'est bien malheureux, mais je suis content que vous ayez fait cette rectification, parce elle est utile à la compréhension de la situation actuelle. Il est plus de 20 heures, donc merci à tous. Merci Ronnie, merci Pascal, merci Tommy pour les dessins. N'hésitez pas à acheter ce livre qui vient de sortir. Et puis aussi, on a pas mal de publications sur le site de l'Iris et ici, donc bonne soirée.